We ended up raising the biggest first-time fund in history with two people who'd never made an investment just by force of will. So it does show you that force of will counts. It counts. Regardez attentivement cet homme. Est-ce que sa tête vous dit quelque chose ? Prenez le temps de réfléchir. Non ? Vraiment rien ? C'est normal. Son nom ne vous dira probablement rien non plus. Il s'appelle Steve Schwarzman et s'il est peu connu du grand public, dans la famille de la haute finance new-yorkaise, au contraire, c'est une vedette. On l'appelle le parrain ou plus simplement le pape de Wall Street et certains le désignent comme le plus gros propriétaire immobilier du monde. Ça vous paraît exagéré ? Qu'un illustre inconnu soit plus riche qu'un roi sans que personne ne soit au courant ? Eh bien oui, c'est exagéré, mais c'est quand même assez proche de la réalité. Je vous présente donc Steven Schwarzman. Derrière cette impeccable cravate et son regard d'acier se cache l'un de ces self-made men que l'Amérique adore. Parti de nulle part, il est aujourd'hui à la tête d'une fortune personnelle estimée à 37,3 milliards de dollars et du plus gros hedge fund du monde, et ça, peu de rois peuvent en dire autant. Son nom est moins célèbre que celui de l'une de ses anciennes filiales, BlackRock. Il s'appelle Blackstone. Il existe depuis près de 40 ans, mais sa taille a doublé depuis la crise sanitaire et il est désormais plus gros que Goldman Sachs ou Morgan Stanley. Une machine aussi énorme que discrète, capable de faire de l'ombre aux grandes banques d'affaires historiques des États-Unis. Il est assis sur 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, affiche une capitalisation de 153 milliards de dollars à Wall Street et le titre file vers les sommets à la vitesse de la lumière avec plus 268% en 5 ans, contre 96% pour BlackRock, 83% pour le SP500 sur la même période. Ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un peu, d'autant plus que toute l'histoire et la vie de Blackstone peuvent se résumer à une longue succession d'opportunités saisies au bon moment et avec un certain talent, comme on va le voir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi ressemble Blackstone, le plus gros fonds spéculatif du monde, comment il fonctionne et pourquoi vous devriez le connaître. Si l'idée vous met l'eau à la bouche, pensez à rejoindre notre newsletter gratuite pour ne pas manquer nos meilleures opportunités d'investissement. Et à présent, installez-vous confortablement, servez-vous un soda ou un café et soyez les bienvenus dans l'univers des fonds spéculatifs et dans les couloirs de Blackstone. Nous sommes sur Money Radar. Dans la famille des institutions financières, les hedge funds ou fonds spéculatifs font figure d'équilibristes. Ils sont la représentation parfaite de la finance débridée, le symbole de la libéralisation de l'économie et leurs activités sont régulièrement accusées de perturber les marchés. Leurs pratiques spéculatives souvent agressives sont perçues comme très éloignées des réalités économiques. Les risques sont souvent pris dans l'excès et peuvent mettre en danger la stabilité de la finance mondiale. Alors qu'est-ce qu'un fonds spéculatif ? Exactement. Et quelle différence avec un bon vieux fonds commun de placement, par exemple ? D'abord, vous ne pouvez pas acheter de parts de fonds spéculatifs, et moi non plus. Ils sont réservés à une clientèle de grands investisseurs, comme des assureurs, des multinationales comme Microsoft ou Google, des fonds de pension ou d'autres banques qui s'engagent sur de longues durées. Alors qu'un gestionnaire de FCP va adopter des stratégies d'investissement conventionnelles sur le long terme, un fonds spéculatif développe des approches complexes et utilise pour cela un grand nombre d'outils comme les produits dérivés, les algorithmes ou le trading à très haute fréquence. Pour réaliser des performances dignes d'intérêt, ils procèdent à des arbitrages fréquents et prennent des positions risquées quand un FCP recherche avant tout la stabilité du capital et des rendements. Comme leur nom l'indique assez clairement, les fonds spéculatifs spéculent. Ils ne visent donc que le rendement à court terme et fournissent à leurs clients très fortunés des services de gestion d'actifs alternatifs et des solutions de couverture sur les marchés. Parmi les hedge funds les plus célèbres actuellement, citons Bridgewater Associates, mené par le génial Ray Dalio, qui a inventé la stratégie d'investissement all-weather, résistante à toutes les catastrophes. Citons aussi le fonds KKR, Kohlberg, Kravis & Roberts, le plus ancien, fondé à la fin des années 70, ou plus célèbre encore avant qu'il ne change de statut et ne devienne un family officer, le Soros Fund. Au milieu des années 80, l'économie américaine se relève d'une récession éclair, mais de grande ampleur. L'inflation a obligé la Fed à monter les taux directeurs jusqu'à flirter avec les 20% en 1981. L'opération menée par Paul Volcker va le rendre célèbre, mais elle ne laissera aucune chance à l'économie.
Elle se contracte violemment, désintègre l'inflation et retrouve le chemin de la croissance dès 1985. Les États-Unis sont alors sous la présidence de Ronald Reagan, un fervent partisan de la déréglementation des marchés financiers et de la libéralisation des flux de capitaux. Sous l'influence de la politique de relance de Reagan, le climat économique redevient favorable, le système financier change de visage, de nouveaux acteurs et des pratiques nouvelles émergent. C'est dans ce contexte idéal que Steve Schwarzman et son collègue Peter Peterson parviennent à rassembler 400 000 $ et fondent leur société de conseil en fusion et acquisition qu'ils nomment Blackstone. Juste avant ça, tous les deux occupaient de bonnes places dans l'une des banques les plus prospères et les plus influentes de New York, Lehman Brothers. 2 ans et 2 premières grosses opérations de fusion réussies plus tard, ils sont rejoints par un troisième débauché de chez Lehman, Roger Altman, le futur secrétaire général du Trésor des États-Unis de Bill Clinton. Le trio décide alors de diversifier les activités pour se lancer dans le capital investissement, en anglais le fameux private equity. La méthode est simple et rentable. Blackstone investit dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, prend un maximum de mesures pour améliorer leurs fondamentaux et les revend en réalisant une plus-value. Tout le travail de Steve, Roger et Peter consiste donc à lever un maximum de capitaux pour pouvoir réaliser les investissements. Tout au long des années 90, Blackstone se développe et s'exporte en France, puis au Royaume-Uni, avant de rejoindre l'Inde, le Japon et l'Australie. Ses activités se diversifient avec la création d'un fonds de pension et surtout de sa filiale Real Estate, qui va devenir son plus gros centre de profit. Prise de boulimie de pierre, Blackstone se met à acheter de l'immobilier à tour de bras, des bureaux, des locaux commerciaux, des hôtels, des résidences de luxe et des parcs d'attractions. En 2007, Steve fête ses 60 ans entouré de ses amis, Michael Bloomberg, alors maire de New York, ou l'encore jeune milliardaire Donald Trump. Ils se régalent ensemble d'un concert privé donné par le Britannique Rod Stewart et se félicitent du succès de Blackstone. 4 mois plus tard, le fonds fait une entrée en fanfare à la bourse de New York et lève plus de 4 milliards de dollars avec un timing encore une fois parfait. Bientôt, le monde entier va faire la connaissance des subprimes dans la douleur et c'est justement grâce à la crise de 2008 que Blackstone va pouvoir exploser. En 2010, les banques d'investissement sont les plus gros concurrents des hedge funds. Mais conséquence de la crise, la loi Dodd-Frank, votée par l'administration Obama pour la transparence et la sécurité financière, va venir leur lier les mains. Un certain nombre d'opérations d'investissement, parmi les plus risquées, mais aussi les plus lucratives, sont désormais si strictement encadrées qu'elles préfèrent abandonner. Elles les laissent entre les mains des fonds d'investissement, qui, eux, ne sont pas soumis à la même réglementation et qui en profitent pour faire de belles affaires. En 10 ans, Blackstone multiplie sa valeur boursière par 3,5, pendant que BlackRock la double et que Goldman Sachs enregistre péniblement un petit plus 55%. Et en 2020, c'est l'événement. En pleine crise sanitaire, la valeur de Blackstone dépasse celle de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley. Oh, pas de beaucoup. À l'époque, les 2 banques d'affaires pèsent respectivement 65 et 69 milliards de dollars et Blackstone a atteint 69,2 milliards de dollars. Mais il fait la taille d'une banque d'affaires, gère alors 600 milliards de dollars d'actifs et emploie 2900 salariés. 3 ans plus tard, Blackstone pèse 153 milliards de dollars, c'est 6,5% plus gros que Morgan Stanley. Il fait travailler 4695 personnes dans 25 pays et il gère 1000 milliards de dollars d'actifs. Alors qu'à Wall Street, tout le secteur bancaire ploie sous les crises, Blackstone se détache largement et file seul vers le poteau. La valeur de l'action a tout simplement doublé depuis les premiers confinements du printemps 2020, porté par des investisseurs qui reconnaissent dans son modèle quelque chose de bien plus solide de ce que proposent les banques pour financer l'économie. Alors justement, voyons à quoi ça ressemble. Blackstone en 2024, c'est d'abord une structure qui rassemble 22 filiales. Elles opèrent aux États-Unis dans 4 secteurs principaux. D'abord, il y a l'immobilier, avec Blackstone Real Estate Partners, qui représente plus de la moitié des véhicules d'investissement et des revenus du groupe. Ensuite, le capital investissement pour 1/4 des activités grâce à Blackstone Capital Partners et Energy Transition Partners. Puis les produits d'assurance et le crédit à hauteur de presque 15% via Blackstone Credits et Blackstone Insurance Solutions. Et enfin, la gestion alternative pour 5,8%. Les activités de Blackstone sont portées essentiellement par son fonds immobilier, 12% de rendement annuel moyen depuis sa création, et par les activités d'assurance, mais les affaires ont globalement reculé en 2023. De plus de 12,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, avec 9,7 milliards en 2023, il y a de quoi être déçu. Mais Blackstone a sauvé sa marge.
une des plus élevées du secteur, maintenue à plus de 52% et assortie d'un résultat net de plus de 5 milliards de dollars. On ne va quand même pas cracher dessus. D'autant plus que les prévisions optimistes d'un atterrissage économique en douceur lui permettent déjà d'envisager un environnement bien plus favorable aux affaires cette année. Ces activités ont repris sensiblement durant les 2 derniers trimestres de 2023 et chez Blackstone, on s'attaque à 2024 avec des étoiles plein les yeux et une hausse globale de 30% est attendue d'ici la fin de l'année. De 538 milliards de dollars au début de la crise sanitaire, les encours sous gestion ont dépassé 1000 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Le fonds dispose en permanence de plusieurs dizaines de milliards de dollars de liquidités et le reste est composé de parts dans 230 sociétés et de quelques 12 500 biens immobiliers estimés à près de 600 milliards de dollars, ce qui fait de Blackstone le plus grand propriétaire bailleur privé du monde, si on ne tient pas compte des rois. Pour diriger tout ça, du trio d'origine, il ne reste plus que Steve qui a conservé son poste de PDG et Blackstone appartient à des fonds d'investissement. Un autre trio, plus célèbre, se partage un quart de son capital, Vanguard, State Street et Capital Research. Aujourd'hui, si vous résidez au Hilton de Paris ou de Londres, vous résidez chez Blackstone. Quand vous visitez l'un des musées de Madame Tussauds, vous visitez Blackstone. Quand vous vous éclatez au SeaWorld d'Orlando en Floride ou au parc Legoland en Californie ou en Bavière, vous vous éclatez chez Blackstone. Et quand vous écoutez Justin Timberlake, que vous regardez Matrix ou Gran Torino, tout ça, c'est Blackstone. Le fonds est aussi propriétaire de sociétés d'autoroutes en Europe et du groupe marketing américain Nielsen, ainsi que d'autres chaînes d'hôtels et les projets pour 2024 sont nombreux. Il envisage de racheter la société de cosmétiques L'Occitane, les data centers irlandais de Winthrop, se lance dans les soins pour animaux de compagnie avec Rover Group, envahit l'Inde avec l'introduction à la bourse de Mumbai de sa filiale Adar Housing Finance et poursuit sa conquête de l'Europe en s'offrant la filiale londonienne de l'australien Energy Exemplar, leader des logiciels de simulation sur le marché de l'énergie. Et la liste est encore longue, santé, technologie, tourisme, transport, construction, énergie. On se demande où va s'arrêter Steve et d'ailleurs, est-il seulement possible de l'arrêter ? Évidemment, tout ça ne se fait pas sans se salir un peu les mains. Le plus gros ennemi de Steve, son adversaire historique depuis le lancement des activités il y a 40 ans de cela, c'est l'impôt. Et il est arrivé 1 ou 2 fois que le nom de Blackstone apparaisse dans des affaires d'évasion fiscale, comme les Paradise Papers en 2017. Blackstone n'est pas un spécialiste de l'optimisation. Le groupe se fait conseiller par les meilleurs fiscalistes du monde et en dépit de milliards de dollars de bénéfices ces dernières années, son taux d'imposition n'a jamais dépassé 7%. En dehors de ça, c'est plutôt l'influence de Steve qui va jusqu'à concurrencer celle du PDG de BlackRock, Larry Fink, auprès des décideurs politiques et financiers. Il n'a certainement pas le rat de Warren Buffett, mais plus Blackstone grandit, plus le carnet d'adresses de Steve se remplit. Depuis qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, plus rien ne lui fait peur. Selon lui, le contexte économique, l'augmentation de la dette privée, le verdissement de la société ou encore l'intelligence artificielle, tout est matière à réaliser des profits. Et c'est lors du grand rassemblement annuel des milliardaires à Davos qu'il en parle le mieux. Même si l'immobilier commercial est en crise, le stockage et le résidentiel sont toujours vigoureux. Et avec la baisse prochaine des taux directeurs, Steve croit en la reprise du premier et un fort développement des 2 autres à très court terme. Il espère doubler une nouvelle fois la taille de Blackstone d'ici à 2 ans et écraser définitivement la concurrence des banques d'affaires qui ont de plus en plus de mal à se défendre sur ce terrain. D'ici peu, les fonds opportunistes et audacieux comme Blackstone financeront l'économie à leur place avec des crédits moins chers, plus souples et un accompagnement plus étroit. Il estime le marché du capital investissement mondial à 80 000 milliards de dollars et à 76 ans, l'homme aux yeux d'acier n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin ni de prendre sa retraite. Et si on récapitule, croissance insolente, modèle économique stable, marge ultra confortable et perspectives brillantes, on se demande si quelques actions Blackstone ne feraient pas du plus bel effet dans nos portefeuilles. À l'heure où je vous prépare cette vidéo, le consensus est à la conservation ou à l'achat avec UBS, Deutsche Bank ou la Wells Fargo, clairement positionnés à l'achat. Le titre intéresse beaucoup les analystes et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces 4 derniers mois, l'objectif de court moyen a été fortement révisé à la hausse. Il s'échange autour de 123 $ pour un objectif de 150 $. Mais prudence, car il est déjà cher rapporté aux actifs ou à la rentabilité. Et encore une fois, malgré l'enthousiasme de Steve, l'atterrissage de l'économie américaine a encore une chance sur 2 de se montrer plus brutal que prévu. Ça, c'est l'avis chez JP Morgan et Citibank.
Une des filiales immobilières du groupe fait aussi l'objet d'attaques du fonds spéculatif Muddy Waters, le lanceur d'alerte de Wall Street, qui avertit que la qualité des crédits immobiliers détenus par sa filiale Blackstone Mortgage Trust est douteuse et qu'une crise pourrait lui coûter entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars. Mais comparé aux seules réserves de trésorerie de sa maison mère, ça ne semble pas suffisant pour lui porter préjudice. Malgré tout, on a hâte de voir où en sera Blackstone à Noël prochain et on vous donne rendez-vous ici même pour aller voir ensemble. D'ici là, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les fonds d'investissement, de goûter à l'ambiance des banques d'affaires et de vivre une panique financière comme si vous y étiez, je vous invite à regarder l'excellent Margin Call de 2011. Porté par Jeremy Irons à la tête d'un casting époustouflant, c'est le meilleur d'un nouveau genre à Hollywood, le film catastrophe boursière. Depuis 2007, c'est devenu plus effrayant qu'un raz-de-marée ou un tremblement de terre. Margin Call est un huis clos passionnant et stressant qui nous rappelle l'histoire de Lehman Brothers sans la citer, et je vous garantis qu'on ne voit pas le temps passer. Revenez vite me dire si ça vous a plu, et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour parler, débattre et échanger de bonnes infos, rejoignez aussi la communauté sur nos autres réseaux, histoire de prolonger le plaisir. Je vous remercie encore chaleureusement pour votre fidélité et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Pensez à vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos meilleures opportunités d'investissement et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Money Radar.